지속 가능한 복지 제도를 구현하고 빈틈없는 사회 안전망을 제공하려면 연금 개혁이 필요합니다. 연금 개혁은 70년 이상을 내다봐야 하는 국가적 대사입니다. 우리보다 먼저 인구 구조 변화를 경험한 해외 주요 국가도 장기간의 논의를 거쳐 개혁을 이루었습니다. Mais sous la présidence Macron, il y a eu une première tentative de réforme des retraites qui a été adoptée en 2020, donc juste avant le Covid, en janvier 2020, juste avant l'arrivée du Covid. Et cette réforme était tout à fait différente. Ce n'était pas une réforme paramétrique sur l'âge, c'était une réforme universelle des retraites. Et l'idée, c'était de faire une réforme pour adapter les retraites, le système de retraite français au XXIe siècle. Parce que notre système est généreux, mais il est corporatiste, c'est-à-dire qu'il s'est construit par morceaux et en fonction des professions. Donc il est très divisé par corporation. Alors avec la mobilité professionnelle aujourd'hui, les parcours, il n'y a plus de parcours homogènes, il y a des parcours très différents avec beaucoup de changements. Le système était devenu opaque. Plus personne, si on était passé de la fonction publique à salariat, et encore ça c'est simple, mais on avait plusieurs régimes de retraite avec des règles différentes et au final, personne ne savait quelle retraite il allait toucher. C'était opaque. Et donc, cette réforme, qui était très novatrice et qui justement voulait rompre avec toutes les réformes précédentes paramétriques, âge ou durée de contribution, l'idée c'était d'aller vers un régime universel avec les mêmes règles partout. Mais pour ça, il fallait du temps. Ça ne se fait pas en 5 ans. Et l'idée aussi, le grand principe, c'était que les personnes puissent choisir le moment de départ en retraite. Donc le départ soit plus un âge fixe, légal pour tous, mais que chacun puisse choisir, évidemment, il y a un âge minimal, mais que chacun puisse choisir, calculer sa retraite et choisir en fonction de ce qui est avantageux pour lui. Il veut travailler plus longtemps, il veut arrêter tout de suite parce que sa santé est mauvaise, ou sa femme s'arrête, enfin bon, des choses comme ça. Donc il y avait la retraite choisie. Ça c'était apprécié et un syndicat important, la CFDT, était favorable à cette réforme. Il faut tout de suite, donc il a pressé les choses et n'a pas laissé le dialogue suffisant, la réflexion, etc. Et in fine, on a bousculé les choses et le Premier ministre de l'époque a dit que Macron n'a pas vraiment, s'est pas prononcé, a dit qu'on allait avoir un âge quand même, réintroduire un âge.
Alors là, la CFDT a dit non. On ne veut pas d'âge. Enfin, en dehors d'un âge minimal à partir duquel vous pouvez choisir de partir en retraite. Donc, il voulait réintroduire un âge. Donc là, il y a eu rupture. Et il n'y avait plus personne pour soutenir la réforme. Donc, elle a été adoptée de force avec le 59.3 comme la suivante. Et puis, elle a suscité donc beaucoup d'opposition parce qu'on avait été trop vite. Du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient défavorisés. Tout ça n'avait pas été assez bien étudié. Et, alors que l'idée était très bonne, mais qu'il fallait prendre 10 ans pour la réaliser. Et il ne s'est pas donné 10 ans. Donc, il fallait aller vite. Et tout a été bousculé. Et finalement, elle a été repoussée, elle est passée en force. Et puis, la Covid est arrivée, donc elle n'a jamais été appliquée. Mais je pense qu'il faut connaître cette première réforme pour comprendre le sens de la seconde. Parce qu'il est réélu comme président, et tout de suite il dit je vais faire une réforme et avec le seul âge. Donc c'est exactement le contraire de la réforme précédente. Une des trois, mais je n'ai pas vraiment d'avis parce qu'il faut. C'est des choix. Ce que je pense, un des éléments de ce choix pourrait être justement de répartir les efforts. Je crois que ce qui est essentiel, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure par rapport aux jeunes, c'est de veiller à ce que les efforts soient partagés, que ça n'apparaisse pas au peuple comme quelque chose d'inéquitable. Il y en a qui doivent faire plus d'efforts que d'autres. Non, il faut que les efforts soient mesurés, relativement équitables et compensés. C'est-à-dire que si on dit vous allez travailler, si on dit à tout le monde vous allez travailler 2 ans de plus, ok, et à ce moment-là, on vous donne un crédit de formation de 2 ans dans votre carrière. Ça équilibre les efforts. Et je crois que c'est ces deals solidaires. Moi, j'appelle ça des deals solidaires intergénérationnels parce que c'est très important à l'intérieur, entre générations, puisque le système de retraite, c'est quelque chose en longue durée. Donc, il faut que la solidarité, elle soit de longue durée. Il faut qu'on ait ce sentiment-là. Et donc, il faut que les gens ressentent que on est liés et que s'ils font un effort pour la génération âgée, ils reçoivent, ils ont une compensation. Tandis que nous, en France, depuis qu'on fait des réformes des retraites, et Dieu sait si on en a fait depuis 2003, on n'a jamais fait de deal solidaire. On a toujours dit la retraite c'est plus tard et moins généreux à chaque fois. Et ça, il y a un moment où ça passe plus. Et le deuxième critère, moi, qui me semble important pour réussir une réforme, ça c'est la question sur quels sont les éléments essentiels du processus de réforme, si celle-ci est indispensable. Je dirais le temps. Prendre le temps. Prendre le temps de négocier. Moi, ce qui me frappe, c'est que Macron a voulu faire une énorme réforme, son système universel de retraite. Même pas en 5 ans. C'est infiniment trop court. Je vois que la Suède, la Finlande, quand ils ont fait des réformes des retraites en profondeur pour adapter leur système au XXIe siècle, ça a pris 10-15 ans. On a progressé pas à pas, on a discuté sur la réforme. Qu'est-ce qui est le mieux? Ce qui me frappe là, la dernière réforme Macron, il n'y a pas eu on n'a pas envisagé d'autres solutions. La seule solution, c'était celle du président qui avait dit c'est l'âge.
on ne nous a pas démontré que c'était le meilleur paramètre pour allonger la vie de travail. Ça, personne ne s'est intéressé là-dessus. Alors que c'était l'argument disant on va allonger la vie de travail. Personne ne s'est intéressé pour savoir si est-ce que c'était le bon levier. Oui, donc on avance pas à pas, on se met d'accord sur les contours de la réforme, sur les paramètres qu'on va mettre en jeu. Tout ça, ça doit être discuté, réfléchi avec des études, bien sûr, des experts, etc. Mais il doit y avoir un dialogue social approfondi. Sinon, on va au casse, à la casse. Je crois que il faut surtout pas faire une réforme qui soit uniquement centrée sur les paramètres de la retraite. Il faut envisager, il ne faut pas raisonner en silos. Silos de politique, retraite, emploi. C'est que les choses sont interreliées parce que quand il s'agit de retraite, c'est intergénérationnel. Ça met en cause la solidarité intergénérationnelle. Donc ça met en cause des gens qui sont au travail, des gens qui sont à mi-parcours, des gens qui sont à la retraite. Et donc, il faut que tout le monde y trouve un intérêt. Il faut que il y ait une équité, que des deals. C'est pour ça que je parle de deals solidaires intergénérationnels, que c'est tout à fait central quand on pense à une réforme des retraites. C'est-à-dire que les jeunes ne soient pas les perdants. Parce que ça ne va pas marcher, parce que la solidarité, elle repose sur eux. S'ils ne veulent plus financer la solidarité nationale, eh ben, il n'y aura plus de retraite pour personne. Donc c'est central que tout le monde comprenne son intérêt et il y ait quelque chose, il y ait un intérêt. Par exemple, ils vont faire un effort sur les retraites, mais ils vont avoir quelque chose en formation. Et il faut quelque chose d'équitable. Les avantages, ils ne sont pas seulement à chercher à l'intérieur du système de retraite. Ils peuvent être beaucoup plus largement au niveau des garanties générales. Pourquoi on le fait pourquoi il faut une réforme? Par exemple, dans la réforme universelle précédente de Macron, il y avait une très bonne présentation où on expliquait que pour le 21e siècle, les parcours professionnels n'étaient pas les mêmes, qu'on passait d'un emploi à l'autre, etc. Et donc il fallait changer et rendre plus universel au lieu de garder notre système corporatiste qui n'était plus d'actualité. Avec 42 régimes, c'était compliqué. Il n'y en a plus 42 maintenant, mais il y en a toujours trop. Et donc là, c'est en quelque sorte le rationnel de la réforme. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et après, c'est pourquoi. Alors pourquoi? Parce que c'est plus adapté, il faut l'adapter. Dans quel sens? Est-ce que c'est des problèmes financiers? Est-ce que c'est des problèmes d'équilibre financier liés à la démographie? Alors là, il faut faire un bilan. Il faut expliquer aux gens. Avec des comptes exacts. Je veux dire, il faut que ce soit l'argumentaire de la deuxième réforme Macron était absolument déficient. Je veux dire, c'était presque malhonnête. Parce qu'ils n'ont jamais dit, moi je savais, et les experts savaient, mais que le problème c'était régler, payer parce que c'est sur le budget de l'État, des fonctionnaires. On n'a pas fait en France, contrairement à d'autres pays, on n'a pas fait une caisse de retraite des fonctionnaires. Or, les fonctionnaires ont réduit leur nombre. Donc, il y a moins de salariés, fonctionnaires, mais il y a plus de retraités, évidemment. Donc, c'est déficitaire.
Et ça incombe, et c'est direct sur le budget de l'État. Mais ces sommes-là, ils n'en ont pas parlé dans le déficit des retraites. Parce que ça n'entre pas dans le système des retraites qui était en France, puisque ça c'est le budget public, c'est l'État. Et le système de retraite, il est celui des salariés, etc. Il y a des comptes, c'est des caisses à part. Tandis que là, c'est l'État. Donc, ils ont voulu financer ça, mais sans en parler et en accentuant le déficit des autres régimes. C'est pas vrai, les autres régimes, ils avaient pris les mesures. C'est l'État qui n'a pas pris les mesures pour ses fonctionnaires. Donc, tout ça était non, pas honnête. Et les gens l'ont senti. Les gens ont senti que c'était pas trop crédible. Donc je pense qu'il faut mettre les choses sur la table très clairement et être voilà, très attentif à l'information du public, une information vraie et fiable.